Mijn naam is Mark Munch. Ik heb mijn alter niet aan, maar ich bin am Ende von meiner Karriere so gut wie pensioniert als Funktionär und aber immer noch tätig als Musikkritiker in der Nouvelle d'Alsace. Moi, j'ai une approche très pragmatique. Hein. C'est une approche d'abord rurale, si on peut dire. J'ai été évacué après les bombardements à la campagne. Et donc j'ai commencé par travailler 6 mois, gamin, à la ferme, dans tous les emplois, jusqu'à conduire des attelages. Hein. Mais après, comme géographe, puisque c'était aussi une de mes spécialités, je me suis intéressé au paysage rural. Donc la forme et la disposition des champs. Et donc c'était en fait une indication non seulement des données du relief, les champs courts sur les pentes, mais pas forcément. Les champs longs, on les avait à la région de Wissembourg et de la région du Sundgau. Et ça correspondait, et là j'en viens au culturel, proprement dit, ça correspondait aux régions linguistiques. C'est-à-dire au nord, du côté de Wissembourg, parlait franc. Et au Sundgau, on retrouve la même disposition, le même type de parler. Et puis le reste, c'est de l'alémanique. Hein. Bon, alors, ce qui donne un paysage rural très, très varié, qui tient compte aussi, par exemple, de l'occupation romaine dans la région d'Erstein, etc., et l'influence helvétique à partir de Colmar. Donc, depuis, à partir du phénomène d'histoire rurale, on rejoint le phénomène linguistique et de civilisation. Hein. Et quand j'ai enseigné la culture régionale, eh bien, j'ai fait lire des textes dans les différentes traditions linguistiques, c'est-à-dire du Vigé, côté nord, bissulaire, pour le Sundgau, le poète Katz, etc. Bon, donc on avait une abondance de documentation, et je faisais lire même à des élèves qui voulaient se présenter en langue et culture régionale et qui ne disaient pas un mot d'alsacien. Hein, mais c'est pour se ressentir la diversité du paysage alsacien et du paysage culturel. Et il en découle, moi je sens ça comme un esprit d'ouverture. Un esprit d'ouverture à la culture, à la musique par exemple. Hein. Donc on a la tradition germanique, hein. On a la tradition française, donc là, au 19e et 20e siècle, et ces musiques françaises et allemandes et germaniques pouvaient être compris du public ici qui avait une certaine culture artistique. L'histoire, c'est un autre domaine. Alors là, j'allais dire, on touche au religieux. Hein, parce que tout de même, l'impact de la réforme était énorme. Hein. Même dans ce sens de rencontre de la culture allemande ou suisse romande et la culture d'outre-Rhin, mais
tradition luthérienne. Et de cette rencontre, c'est intéressant parce que Calvin a fait un recueil de psaumes pour Genève et qu'il a publié à Strasbourg. Il avait la paroisse française des réfugiés, donc il a écrit des chants, mais pour ces chants, le texte c'était psaume, mais les mélodies, c'était des mélodies en partie du répertoire luthérien, mais en partie aussi typiquement né à Strasbourg. Et c'est très intéressant. Donc il y a un cantique qu'on retrouve dans l'hymnologie luthérienne, et puis comme le chant de bataille des réformés helvétiques, etc. Tout ça, et ça s'est fait. Et à Strasbourg, il y avait un prédicateur, un réformateur, qui s'appelait Bucer, et qui était très conciliant envers tout le monde. Et il a même lui-même édité un recueil de cantiques qui est très complet et qui chantait encore à Strasbourg assez longtemps. Mais il est arrivé à Bucer, ce qui est arrivé à d'autres. Hein. Le magistrat a changé de majorité et les luthériens orthodoxes ont expulsé de Strasbourg le réformateur tolérant, ouvert, est allé mourir en Écosse, tandis que Calvin est retourné à Genève. Voilà. Donc, et Strasbourg d'ailleurs était réputé pour l'imprimerie, non seulement des livres et textes, mais aussi de la musique. Et au début du XVIe siècle, il y avait près de 20 imprimeurs, je crois, rien qu'à Strasbourg, qui était une petite ville. Et ailleurs, bon, c'est aussi des centres de l'impression. Gutenberg oblige. Hein. Bon. Et donc ça aussi, ça situe le milieu alsacien, je crois. 100 ans, il y avait encore, disons, l'influence dominante de la bourgeoisie protestante dans les zones industrielles. Au Rhin, Mulhouse, Guebwiller, etc., ou Bischwiller. Et il y avait une Madame Schlumberger, liée au Hartmann de Münster, qui a beaucoup soutenu un Stockhausen, qui était un chanteur célèbre. Donc, il devait être amoureux d'elle, mais donc il lui donnait ses nouvelles. Et Madame Schlumberger accueillait Schumann, les Schumann accueillaient Mendelssohn pour son voyage de noces. Hein? Donc tout le monde passait par l'Alsace. Donc c'est aussi un des signes de terre d'accueil qu'avait le rôle de terre d'accueil qu'avait Strasbourg. Avec l'Alsace, Brahms venait. Hein? Il a fait ses concertos d'une symphonie, je crois. Hein. Mahler était venu en 1905. Hein. Et à ce festival de 1905, Mahler se disputait avec Mahler se disputait avec Brahms. Hein. Non, avec Strauss. Richard Strauss. Et alors, Mahler avait, pour sa 50e symphonie, il avait accaparé le maximum de temps de répétition. Et donc, il restait
pour le même concert, de faire le même concert. Il restait à Brahms les miettes. Mais Brahms était un malin d'une habileté formidable. Avec peu de répétitions, il arrivait à sortir le maximum d'un orchestre. Donc, ça s'est arrangé. Il a pu jouer Salomé devant Mahler, je crois chez Wolf, quoi. Je fais partie de la tradition parce que mon patron, c'était le directeur du conservatoire, Fritz Mutsch, donc à qui je dois beaucoup. Il était mon prof à la fac et qui était le directeur du conservatoire et le patron de la classe de direction où j'ai travaillé. Charles Mutsch, moi, je l'ai connu quand il est venu après-guerre faire des concerts à Strasbourg. Bon, même aller une fois, l'autre fait prendre un pot avec lui. Mais mon père était un cousin issu germain de Charles Mutsch et de Fritz Mutsch. Voilà. Et donc c'est assez loin. Et en fait, le côté musical, mon grand-père qui s'appelait Charles aussi, c'est le premier Charles. On a dit que le Chari était appelé Charles à cause de mon grand-père, je n'en sais trop rien, et qui était le cousin germain de son père, et il s'entendait bien. Bon, mais moi, Fritz a été mon patron, mais l'éducation musicale, je l'ai eue à la maison. Donc ma mère jouait du piano, ma tante était pianiste, prof de piano et organiste. Mon oncle était pianiste et organiste, s'il n'était pas mort très jeune, et il aurait fait une carrière, quoi. Donc c'est plutôt côté maternel que j'ai la fibre, directement la fibre musicale, quoi. Et la tradition catholique s'est revivifiée après le rattachement de Strasbourg à la France. Mais alors, côté protestant, bon, ça jouait. Il y avait l'école, la musique était florissante au gymnase, etc. Et puis, en 19e siècle, alors il y a eu l'influence bâloise. On en parle peu, mais les grandes œuvres, il y avait un chœur, le chant sacré au Temple Neuf, et c'est des chefs bâlois qui venaient faire des grands oratorios. Et puis Berlioz est venu, Berlioz qui a fait un festival à Place Kléber, une tente pour 3000 personnes. Mais il allait, après ses passages à Strasbourg, il allait à Baden-Baden, où on a construit pour lui le théâtre, et il faisait la saison d'été à Baden-Baden en emmenant des musiciens strasbourgeois faire leur cachet. Non, mais alors il y a les grandes associations chorales, les chorales d'Alsace, les chorales protestantes avec Ernest, et puis les chorales Sainte-Cécile. Donc ça jouait tout ça. Et puis il y a eu une tradition de grandes factures d'orgue. Alors où l'héritage allemand, les héritiers de la construction de la facture allemande, de type allemand, se bagarraient avec ceux de la facture parisienne. Et alors, il y a le Kaltschweisser, qui accompagne les concerts de Saint-Guillaume,
Et Schweitzer est allé étudier, expliquer à Widor à Paris, à Saint-Sulpice, pourquoi il fallait jouer du Bach. Donc il a écrit un bouquin de 900 pages qui fait autorité encore. Hein. Société Bach de Paris comportait des musiciens, Roussel, Fauré et tout ce qu'il y a de plus respectable. Hein. Donc ça jouait aussi. Et Schweitzer jouait à leur concert à Paris comme il jouait en Espagne et à Strasbourg. Schweitzer a accompagné les concerts de Saint-Guillaume. Et avant, il a fondé, et après plutôt, il a fondé la tradition des concerts Bach du 28 juillet, anniversaire de la mort du cantor de Leipzig, à Saint-Thomas, hein, d'abord pour sauver l'orgue, mais ensuite il a utilisé ça pour financer son hôpital. Hein. Et moi, il m'a envoyé une lettre. Je te remercie de faire des concerts pour mon hôpital. Hein. Bon. Mais oui, j'ai fait avec lui son dernier concert Strasbourg. Et moi, à l'époque, j'avais le chœur de Saint-Thomas et on accompagnait, on chantait les chorales avec instruments, hein, et le chœur dont il jouait les préludes. Donc je suis allé chez lui, l'inviter à la répétition, il est venu, il a joué son programme, hein, nous on a chanté, puis après il est descendu parler au chœur, a dit la musique, le choral de Bach, il est mystique, donc d'après lui il fallait chanter le plus lentement, le plus doucement possible. Alors après le concert, j'ai demandé le lendemain, j'ai dit est-ce que j'ai fait comme vous vouliez? Alors il y a eu une remarque un peu dubitative, enfin. Voilà. Non, mais il avait le sens de la formule Schweitzer. Hein. Et pour dire des choses essentielles en une phrase. Hein. Dire aux choristes qu'il faut cultiver la voyelle, il faut s'occuper de la voyelle. Hein. Tout est dit. Hein. Eh ben, en 1954, il avait 89. Non, 79. Hein. 75, oui. Hein. 79. Hein. Le public est devenu plus difficile que son style. Ah bon, alors, bon, l'actuelle patronne veut promouvoir le style baroque, hein, historique. Bon, avant on ne le faisait pas. Hein. On estimait que tout le monde en bossant pouvait chanter du Bach. Hein. Donc ça devait rester. C'était aussi une des préoccupations de Schweitzer. Il dit il faut que le petit organiste de campagne puisse jouer du Bach. Hein. Donc il faut qu'il travaille. Mais il doit pouvoir jouer, même dans le petit village, il doit jouer du Bach. De même que pour les chœurs, Saint-Guillaume, il n'y avait pas d'examen d'entrée. Hein. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Hein. Mais à l'époque, moi, au conservatoire, le patron nous disait de me faire le concert. Alors on avait 3 répétitions et puis on était dans le coup. Quoi. Pleyel a été à Strasbourg, à la cathédrale, hein, après la Révolution. Là, on a chassé, il est allé à Paris et à Londres.
Mais bon, son nom est resté dans les... Hein, comme Erard était aussi... a aussi suivi la même filière. Hein. Mais Silbermann et Schweitzer, ça c'est encore un autre chapitre. C'est un autre chapitre parce que le mérite de Schweitzer, c'est de dire bon, on ne transforme pas l'orgue de Saint-Thomas en un instrument industriel comme on le fait en Allemagne. Et donc Saint-Paul était un peu l'exemple. Hein. À Saint-Paul, on est revenu à une tradition française. Hein. Mais lui, il parlait d'une sonorité Silbermann, donc il ne savait pas trop lui-même ce que c'était. Hein. Mais disons, c'était pas le style Walker industriel allemand. Hein, voilà. Et donc, alors, cet argument de la sonorité, même mythique pour Schweitzer, de Silbermann, ça a été repris après la guerre, à Saint-Pierre-le-Jeune d'abord, hein, et à Saint-Thomas, à la cathédrale. Donc, on a baroquisé les instruments. Hein. Souvent en essayant de pouvoir jouer du plus moderne aussi dessus, mais le fond de la sonorité de ces orgues, c'était la quête d'un Silbermann. Hein. Saint-Aurélie est le dernier avatar, hein, mais quand ils ont restauré à Saint-Aurélie, Schweitzer avait construire un orgue romantique, hein, sur lequel il a enregistré. Hein. Et Schweitzer quand il a appris que la paroisse voulait transformer son orgue en un orgue baroque, hein, et il était furieux, et il est allé faire un récital où j'étais, et pour montrer, hein, donc la toccata en ré mineur, les gros trucs, ces gros tubes, et tout ça pour montrer qu'il n'y a pas besoin de changer cet orgue. Et il a dit, oh, je ne mettrai plus les pieds, hein, je mettrai plus les pieds si tu me fais ce changement, a-t-il dit au pasteur. Mais bon, le changement a été fait, et puis mais on a utilisé alors Schweitzer comme porte-drapeau du retour au baroque avec Marmoutier, et très habilement. Et donc, à l'époque, dans le début des années 50, on voulait encore couper la poire en deux, faire sonner un orgue baroque, mais aussi capable de faire entendre des orgues modernes. Hein. Et alors, après Marmoutier, la tendance était de baroque pur. Hein. Et on a découvert alors réellement, à Ebersünzer aussi, la couleur des instruments Silbermann. Et à Saint-Thomas, il y avait encore 900 tuyaux Silbermann authentiques, hein, qui étaient réutilisables. Voilà. Alors Schweitzer est parti d'une tradition romantique, hein, basée un peu sur l'orgue français, hein, et il a fait opérer une reconversion. On lui a fait faire d'ailleurs cette reconversion vers le baroque Silbermann, effectivement. Silbermann avait son atelier au Finkwiller. Hein, et il
il a travaillé dans l'aire, la plaine rhénane. Hein, il y a des orgues en Allemagne aussi, à Ettenheim, Münster, à Saint-Blaise, près de Villingen, je crois, là-haut. Et toute la série des instruments alsaciens. J'ai dit à l'actuel maire, vous pouvez faire toutes les politiques culturelles que vous voulez, mais n'oubliez pas que le capital musical, c'est des centaines de musiciens, de chanteurs, de danseurs, etc. Et ce qu'est école de musique, conservatoire, c'est-à-dire des intéressés directs et des emplois induits.